Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation qui sera consacrée aux différents types et formes de la communication. Je vais vous présenter le modèle de Paul Giraud et de Zajon. Pour commencer, Paul Giraud a fait référence à Roman Jakobson. C'est un linguiste connu par son ouvrage Essai de linguistique générale. Et dans le dernier chapitre intitulé Poétique, il a essayé de définir effectivement les facteurs de la communication et les fonctions aussi de la communication, puisque Roman Jakobson est parmi les linguistes qui ont fonctionnalisé le langage. Alors, le message, selon Roman Jakobson, est formé de 6 facteurs, à savoir le destinataire, le destinataire, le message, le contact, c'est-à-dire le canal, le code ou la langue utilisée. Donc à chacun de ces facteurs correspond une fonction du message, comme vous allez le remarquer ici. La fonction expressive au niveau de l'émetteur, la fonction poétique au niveau du message, la fonction référentielle au niveau du référent, au niveau du contexte, la fonction conative au niveau du récepteur, la fonction phatique au niveau du canal et la fonction métalinguistique au niveau du code. La fonction poétique, la fonction référentielle, la fonction métalinguistique relèvent donc du domaine du digital, et puis la communication expressive, la fonction conative, la fonction phatique relèvent du domaine du langage analogique. Ces 6 fonctions que je viens de citer peuvent se superposer et ne s'excluent pas les unes des autres, c'est-à-dire on peut les trouver regroupés dans un seul message. Donc effectivement, la typologie de Paul Giraud s'inspire de l'école linguistique de Roman Jakobson pour définir ces types de communication. Au début, parlons de la communication expressive. Lorsque le langage est centré sur le jeu émetteur, et on la reconnaît lorsqu'il s'agit de l'expression des émotions, des impressions, par le biais aussi des possessifs qui renvoient au jeu, mon, notre, ou bien des pronoms aussi, des pronoms possessifs aussi, le mien, pour exprimer un point de vue. Moi, je pense que, donc là, c'est la fonction expressive parce que le jeu, plutôt le langage est centré sur le jeu. Voilà, on la reconnaît ici dans cet exemple par effectivement l'emploi de, à mon avis, je pense que. Donc déjà l'adjectif possessivement et puis le pronom personnel je. La fonction phatique au niveau du contact, au niveau du canal, c'est la communication effectivement utilisée pour maintenir le contact. Par exemple, est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Donc là, c'est une question à travers laquelle j'essaie de maintenir le contact avec mes interlocuteurs. Par exemple, lorsque vous écoutez la radio, donc l'animateur de radio ne cesse à chaque fois de répéter pour faire à chaque fois effectivement référence à la chaîne qu'il représente et fait appel à chaque fois à ses auditeurs, en essayant de rappeler à chaque fois l'intitulé de la chaîne. Donc c'est pour maintenir le contact. Voyez-vous, n'est-ce pas,
Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc là, c'est pour garder toujours l'attention et éveiller la curiosité de notre interlocuteur. La fonction référentielle. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, référentiel, référent, c'est-à-dire le contexte. Donc c'est la communication qui porte sur le référent. Il renvoie à l'objet auquel il se réfère et dont il décrit des aspects essentiels. Tout à l'heure, à mon avis, je pense que le développement régional dépend de la structuration de la recherche scientifique. Donc ici, il y a deux fonctions. Il y a la communication expressive parce que j'exprime mon point de vue. Donc c'est la communication expressive. Ici, le langage est centré sur le jeu. Mais de quoi s'agit-il? Donc, il s'agit de la structuration de la recherche scientifique et développement régional. Ça, c'est le référent, donc c'est la communication référentielle. Tout à l'heure, je l'ai déjà exprimé, que les deux fonctions, les deux communications, plutôt les fonctions et les communications du langage peuvent superposer. La communication suivante, c'est la communication connative. Connative, أو ما يسمى بالتواصل التنبيهي الندائي. Ici, la communication elle est centrée sur le destinataire. Il a pour objectif, pour principale fonction, d'exercer une influence sur ce dernier. C'est-à-dire lorsque effectivement, le langage est centré sur le tu, sur le vous récepteur. On la reconnaît généralement par l'utilisation de l'impératif ou bien du vocatif. Voilà, je vous prie de bien vouloir faire attention à ce que je suis en train de vous expliquer. Là, c'est la question connative. J'essaie d'éviter votre curiosité, et donc d'exercer une certaine influence sur mon interlocuteur. Lorsqu'il s'agit de sensibilisation, de mobilisation, lorsqu'il s'agit de faire adhérer l'interlocuteur, dans un projet bien défini. Parmi les communications aussi, la communication métalinguistique. La communication métalinguistique, comme déjà l'indique l'adjectif métalinguistique, méta signifie sur le langage, c'est-à-dire il s'agit ici de la langue utilisée pour expliquer une autre. Donc quand est-ce qu'on reconnaît la fonction métalinguistique? Lorsqu'il s'agit effectivement de l'explication, lorsqu'il s'agit de la démonstration, lorsqu'il s'agit effectivement de définir des propos avancés. On utilise une langue pour expliquer l'ambiguïté d'une autre. Ou bien pour traduire les propos avancés. La communication poétique, وما يسمى بالوظيفة أو التواصل الشعري الجمالي. Quand est-ce qu'on parle de la communication poétique? Lorsqu'il s'agit, si vous voulez, de s'exprimer clairement, lorsqu'il s'agit, effectivement, de l'effort donné au message pour qu'il soit beaucoup plus esthétique et pour qu'il soit à la portée, pour qu'il soit facile à la portée de notre interlocuteur. La communication poétique, c'est l'art de transmettre. Si vous voulez, c'est l'ensemble des techniques investies, exploitées pour permettre la réception optimale du message transmis. On la reconnaît généralement par l'emploi des assonances, c'est-à-dire des consonances, des assonances, des consonances, 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 des cons
la répétition des voyelles, la répétition excessive des voyelles. Par exemple, lorsque vous dites petit à petit que l'oiseau fait son nid. Pas un pas sans bata. Ou bien lorsque vous dites, par exemple, je pense, donc je suis. Donc ici, c'est la répétition, ce n'est pas de la voyelle, mais de la consonne. Et donc là, on parle de l'allitération. Et comme vous allez le remarquer, que ce soit les dictons, que ce soit les proverbes, que ce soit les adages, les slogans publicitaires, ils sont effectivement construits à base de la communication esthétique, poétique. L'objectif, effectivement, c'est d'exercer une certaine influence sur l'interlocuteur. Et puis aussi, l'objectif aussi, c'est pour faciliter l'assimilation, la compréhension du message. Il y a d'autres formes de la communication. Il y a la fonction verbale. Il s'agit de toute forme de communication qui se fait par le biais de la langue. Ce type de communication se subdivise à son tour en deux autres types de catégories. Alors, comme vous allez le remarquer ici, donc, il y a la communication verbale orale par le biais de l'appareil phonatoire. Il y a la communication verbale écrite, c'est-à-dire qui a lieu ici par le recours donc à l'écriture en utilisant par exemple une lettre ou la messagerie électronique. La communication non verbale, cette catégorie regroupe toute forme de communication qui se fait en dehors de la langue, notamment la communication chromatique, c'est-à-dire c'est tout ce qui relève, si vous voulez, de la communication en utilisant les couleurs. Donc, c'est-à-dire ici la symbolique du couleur. Pour chaque couleur, voilà, correspond une signification bien précise. Le rouge a sa symbolique. Le vert, voilà, exactement, a son explication. Et donc, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que j'utilise, que je suis vêtu voilà du rouge et du vert. C'est pour montrer tout simplement que je suis citoyen. Il y a parfois des centres commerciaux qui utilisent les couleurs de marque effectivement du Maroc pour exprimer effectivement la citoyenneté. Donc l'utilisation des couleurs n'est pas arbitraire, mais ils sont porteurs de sens. Parmi la communication aussi non verbale, les gestes. Donc c'est le fait de transmettre des messages par le biais des gestes. Il y a toute une grammaire pardon, il y a une grammaire des gestes, une grammaire, si vous voulez, constituant un certain nombre de gestes, et chaque geste a sa signification particulière. Voilà, parmi les gestes ici, parmi les fonctions du geste, transmettre un message, répéter une information. C'est ce qu'on appelle ici des gestes illustratifs. Des gestes qui traduisent une illustration. Par exemple, vous voulez dire, par exemple, il est grande. Donc c'est un geste qui illustre, voilà ce que je dis, l'information exprimée. Pour appuyer le discours, là, ce sont des gestes positifs qu'on peut effectivement utiliser pour appuyer le discours, traduire des émotions. Donc là, je parle des expressions du visage, je parle, si vous voulez, des mimiques faciales qui nous permettent de distinguer entre
la peur, la surprise, le dégoût, la joie, la colère, etc. C'est pour exprimer également, oui, accompagner des états intérieurs, assurer la communication, couper aussi la communication. Il y a des gestes qui sont des gestes parasites qui entravent le déroulement optimal d'une transmission. Par exemple, ce qu'on appelle des gestes adaptateurs, on les appelle aussi des gestes extra-communicatifs. Par exemple, communiquer en réajustant ses vêtements ou sa coiffure, ou bien en se grattant, etc. C'est ce qu'on appelle des gestes adaptateurs extra-communicatifs, des autocontacts qui nuisent à la qualité de la communication. Il est à souligner que cette forme de communication se subdivise à son tour en deux sous-catégories, à savoir la communication gestuelle faciale, c'est-à-dire voilà, la communication qui se fait par l'expression du visage, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Avec le visage, nous pouvons exprimer des sentiments, des émotions, des réactions, comme il a été déjà expliqué. Il y a la communication gestuelle corporelle qui se fait par le biais de toutes les parties du corps en dehors du visage. Il s'agit notamment des gestes faits par les bras, les doigts, mais entre aussi dans cette sous-catégorie la démarche et la posture. Ça veut dire que dans ce type de communication, on parle effectivement des différents types de gestes. Ça, c'est ce qu'on appelle les mains en supination. Ça, c'est ce qu'on appelle les mains en pronation. Ici, c'est la zone de sensibilité. Là, jusqu'à la ceinture, c'est la zone de personnalité. Et puis de la ceinture jusqu'au pied, c'est la zone, si vous voulez, d'équilibre. Donc il y a des gestes qui sont fermés, donc qui sont synonymes, voilà, de repli, mais il y a au contraire des gestes, voilà, donc à travers lesquels on essaie d'exprimer une certaine ouverture, voilà, de l'esprit. Donc on peut se montrer soit replié et introverti, soit au contraire extraverti, on veut le bile, et donc notre énergie va vers l'extérieur. Il y a aussi, ce que Edward Twitchell Hall, c'est un sociologue, anthropologue américain, qui a introduit, voilà, ce concept, la proxémie ou la proxémique. C'est la science des distances. Donc c'est la distance effectivement qui sépare les individus. Il parle de ce qu'on appelle les zones d'interaction. Donc chacun de nous a sa sphère imaginaire qui le protège. Chacun de nous a son espace vital. Et puis entre nous et les autres, il y a une distance qu'il faut effectivement respecter. Alors parmi ces distances ici, la distance intime. La distance intime, alors dans ce cas, les interlocuteurs se touchent carrément ou sont séparés au plus par environ de 0,45 mètres. Donc c'est la distance de l'intimité, de la protection, de réconfort, mais aussi voilà, de la lutte. Donc vous allez remarquer ici, voilà, c'est la distance intime par opposition à la distance personnelle. Donc la différence entre personnel et la distance intime, c'est effectivement dans cette distance, voilà, qui sépare les individus. C'est l'exemple ici. La disposition ici, la distance personnelle, c'est
effectivement, ils s'enferment dans une sphère de protection dont l'épaisseur s'étend de 0,45 mètres à 1,25 m. Voilà comme l'illustre la photo ici qui est affichée devant vous. Donc c'est la distance personnelle. Edward Twichell Hall a défini également ce qu'on appelle la distance publique. Lorsque la distance qui nous sépare des autres se situe entre 3,65 mètres jusqu'à plus de 8 mètres. C'est la distance qui sépare les personnes qui ne se connaissent pas, mais qui communiquent à l'extérieur des habitations. C'est la distance suffisante pour avoir la possibilité de prendre des mesures de défense face à un éventuel danger. Donc c'est la distance qui sépare des individus en plein rue, c'est-à-dire dans un contexte public. Et là, il y a la distance qui suit, c'est la distance publique rapprochée, on l'appelle aussi la distance sociale. Il se situe entre 3,65 mètres jusqu'à environ 8 mètres. Il permet une information de circuler entre un ensemble limité de personnes. Alors, ce type de distance est généralement adopté lors des réunions. Donc, vous allez maintenant distinguer entre ce qui est social, ce qui est public, de point de vue distance. C'est-à-dire que la distance est un facteur qui détermine la relation. Donc ça, c'est le contraire, c'est la distance publique lointaine qui se situe entre 3,65 mètres jusqu'à plus de 8 mètres. C'est la distance adoptée lors des réunions publiques, par exemple, lors d'une campagne électorale dans un espace ouvert. Le schéma qui s'affiche devant vous ici et qui représente la perception verbale, non verbale et paraverbale dans la communication, montre effectivement que le non-verbal représente 55%. Le ton et la voix, c'est-à-dire l'intonation, représentent les 38%. Et puis les mots représentent 7%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 55% représentent le canal visuel qui permet d'appréhender le langage du corps en fonction des postures, de la dynamique physique et de la grammaire gestuelle, l'évaluation des distances et de l'espace, tel qu'il a été défini par Twichell Hall, et puis aussi de la communication chromatique, c'est-à-dire la communication par l'image, d'où l'importance effectivement des couleurs, et qui représente jusqu'à 55%. Pour l'intonation qui représente 38%, c'est la voix, le registre de la voix, l'articulation, la manière d'articuler les phonèmes, c'est également le débit, c'est-à-dire la rapidité de prononciation, et parce que effectivement l'intonation, il suffit de changer l'intonation pour changer le sens. Il suffit de déplacer une virgule pour changer le sens dans un texte. Et effectivement, l'intonation dépend des signes ponctuatifs. Les mots représentent uniquement 7%. Alors, je crois que la conclusion maintenant est claire. Celui qui se contente tout simplement des mots ne peut pas effectivement transmettre efficacement son message. La posture, la manière de se tenir,
la posture de la tête, la posture du corps. Il renseigne sur le savoir-être et parfois même sur le savoir-faire de la personne. Le savoir-être est devenu un critère essentiel dans l'évaluation. Donc la manière de se comporter, donc ce qu'on appelle, donc là je parle en matière de soft skills, de compétences comportementales relationnelles. Qu'est-ce que vous allez lire et découvrir à partir de cette image ici, donc qui représente une attitude de soumission. Tête rentrée, épaules basses, le buste courbé, le cou de corps, jambes croisées. Et donc ici, c'est une posture de contraction avec des signes de timidité. Contrairement exactement à cette image qui illustre à juste titre une attitude dominante qui se laisse remarquer par le menton et la tête qui sont hauts, les épaules ouvertes, les bras ouverts, jambes écartées, donc signe d'arrogance, posture en extension. Dans cette image, dans cette posture de rejet, une posture en rejet, on l'appelle aussi une posture de fuite. Comme vous allez le remarquer, on n'est pas en position d'écoute. Communiquer, c'est d'abord écouter. Là, c'est une posture de fuite et qui montre effectivement que la tête est détournée. Donc il y a des bras arrière, l'appui arrière, le regard oblique, donc signe de fermeture, de distance, de fuite à travers laquelle on montre qu'on n'est pas vraiment en position d'écoute maximale, intéressé par la situation de communication dans laquelle on se trouve. L'attitude ici représentée dans cette image est une posture en approche, exprimée par la tête avancée, le cou allongé, le buste penché en avant, le bras vers l'autre, les mains ouvertes et puis un pied en avant, avec donc, il représente ici un signe d'ouverture, d'intérêt pour les autres. Donc c'est une posture d'ouverture à travers laquelle on essaie de montrer à notre interlocuteur, à nos interlocuteurs, qu'on est en position de donner et de recevoir. Alors, soyez bref et précis. Toujours le message, votre message en peu de mots. Je donne ici l'exemple. La nature a doté ce bovidé d'un appendice caudal du plus gracieux effet. Quand on communique, ce n'est pas pour se laisser aller par l'éclat des mots. Quand on communique, c'est pour être compris, c'est pour être bien écouté. Donc il faut choisir la simplicité. Il faut transmettre un message qui sera facile à comprendre par l'interlocuteur. La nature a doté ce bovidé d'un appendice caudal de plus gracieux effet. Je communique, ce n'est pas pour me faire plaisir, mais au contraire, comme je viens de le dire, pour être compris. Donc il faut choisir la simplicité. Voilà, tout simplement, il vaut mieux dire la vache a une queue. Tout simplement, un peu de mots simples, donc pour être effectivement précis. Pour conclure, on ne peut pas ne pas communiquer. La communication est inévitable. La communication nécessite l'intégration des caractéristiques socioculturelles de référence de notre interlocuteur. Le contexte professionnel exige des compétences communicatives, langagières, des compétences relationnelles, des compétences comportementales.
des hard skills, des soft skills, qui permettent également d'entretenir des relations réussies. Donc, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau comportemental. La communication, elle est multiviatique, c'est-à-dire qu'elle emprunte plusieurs voies. Et donc, elle repose sur un certain nombre de techniques selon les exigences de la situation de communication dans laquelle on se trouve. Donc, il faut être conscient de ce constat et essayer de réagir efficacement dans les différentes situations auxquelles on est constamment confronté. Merci de votre attention. Ça sera un plaisir de recevoir toujours vos commentaires, vos questions, vos remarques. Et voilà, vous êtes remerciés à l'avance de votre retour. Et parmi si vous voulez, les axes sur lesquels nous allons travailler, des techniques d'animation au sein du groupe K d'un brainstorming. Une autre fois, si vous avez vraiment remarqué que cette présentation mérite d'être saluée, j'aime et je m'abonne. Bien à vous. Que Dieu vous protège.